When I was young, I was very lucky. My parents bought me books, encouraged me to learn new things, sent me to a very good school. And so I got to think about science and scientific discovery. Depuis plus de 30 ans, un patronyme célèbre persiste dans l'inconscient collectif. Bill Gates, que tous ceux de ma génération ont connu comme étant l'homme le plus riche du monde, reste aujourd'hui une personnalité reconnue comme étant visionnaire et philanthropique. I got to dream and see something that would really be different and amazing at a quite a young age. Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. Effectivement, visionnaire par ses compétences en informatique qui lui ont permis de créer Microsoft, multinationale présente dans notre quotidien depuis plus de 30 ans, et philanthropique grâce à ses milliards de dons à travers le monde par le biais de sa fondation. Actuellement à sa tête avec sa femme Melinda, Bill Gates distribue ainsi les recettes de Microsoft pour permettre le développement de l'agriculture, faciliter l'accès à la technologie et lancer de vastes campagnes de vaccination et de salubrité dans l'hémisphère sud. Il milite également pour une meilleure entente entre les États à travers divers programmes de financement. La presse internationale est élogieuse. Partout où il se rend, Bill Gates montre au monde une image d'homme d'affaires comblé, autant par ses succès dans le business informatique que par sa dévotion envers l'humanité et sa propre famille. Mais un journaliste français n'est pas d'accord avec cette version de l'histoire. Je suis journaliste, je m'intéresse aux faits. Ouais. La réalité montre que sous prétexte en disant se dépouiller au profit des pauvres, en réalité, il continue à s'enrichir. Hein. Voilà. Qui est donc ce personnage qui ose remettre en cause les motivations d'un des couples les plus puissants de la planète? Lionel Astruc est donc journaliste, mais également conférencier et auteur de plusieurs ouvrages. Connu comme spécialiste des filières de matières premières, ses reportages sur le terrain lui ont permis de mettre en lumière les dérives d'un système marchand mondialisé. Face à cela, le journaliste a également pu mettre en avant les alternatives des autochtones et des idées pour changer de paradigme économique. Ces idées de changement concernent autant le milieu politique que les domaines marchands, notamment dans le textile, le tourisme, le mobilier ou encore la production alimentaire. Toutefois, le dernier livre de Lionel Astruc, L'art de la fausse générosité, est autant une enquête qu'un constat. En se basant sur un rapport écrit par Mark Curtis, un de ses confrères britanniques, dont le titre est « Développement sous conditions, la fondation Gates est-elle toujours une force pour le bien ?», il en conclut que la générosité de Bill Gates, et d'autres puissants dans le monde, ne serait pas de la pure philanthropie. Car comment peut-on donner plusieurs milliards par an et rester dans le top des personnalités les plus riches du monde? À travers le livre de Lionel Astruc, nous répondrons à ces trois questions. Comment Bill Gates est devenu aussi riche? Quels sont les événements qui l'ont amené à la tête de la fondation? Et enfin, comment fonctionne la fondation Gates? Et vous découvrirez alors tout le paradoxe malsain qui émanera de cette fausse générosité. Alors, cette enquête démarre par Gates entrepreneur, hein, vous le prenez carrément au collège, et vous montrez que c'est pas un entrepreneur sympathique. Pour moi, c'était l'emblème de la success story. Et en réalité, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une grande brutalité dans sa manière de faire des affaires. Et même aux États-Unis, en fait, il est vu comme ça. On ne peut pas le nier, Bill Gates est un précurseur. En 1975, alors qu'il est encore étudiant, lui et son ami Paul Allen travaillent sur un langage de programmation pour l'Altaïr, un ordinateur en kit de la société MITS. Ce langage, qu'on appelle un BASIC, permettra par la suite de développer beaucoup plus de logiciels. En quelques semaines, les deux amis finissent par atteindre leur but et ils proposent leur création à la société MITS. Cette dernière accepte. Les ventes décollent et Gates savoure ici son premier succès. Cette même année 1975, les deux amis fondent Microsoft, alors que Gates continue ses études. MITS continue à vendre le BASIC à d'autres sociétés et Microsoft perçoit 50% des bénéfices. Mais Gates en veut davantage.
Il faut savoir qu'au début de l'informatique, il y avait énormément de partage des connaissances. C'est-à-dire que lorsqu'un développeur amateur produisait un logiciel, il en partageait le résultat à d'autres développeurs, et ce sans rémunération. Cette vision du partage du savoir n'est pas du tout du goût de Gates, qui, en homme d'affaires acharné, refuse de voir son travail distribué gratuitement. La philosophie de Bill Gates est donc à contre-courant de ce qui se faisait dans l'univers de l'informatique durant les années 70. Il ne supporte pas de se voir traité de voleur par d'autres passionnés, et leur répond « le partage, ça c'est du vol ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gates lui-même s'est appuyé sur le savoir partagé par d'autres développeurs, comme John Kemeny et Thomas Kurtz, afin d'élaborer son basique. Par la suite, Microsoft fera en sorte de breveter toutes ses innovations. En fonctionnant ainsi, Gates garde pour lui et sa société l'essentiel des secrets de sa fortune, obligeant la concurrence à s'adapter très rapidement ou à lui acheter de quoi avoir leur machine à jour, sous peine de disparaître du marché. Il faudra à peine 2 ans à Microsoft pour dominer le marché des langages pour micro-ordinateurs. Bill Gates fournit, entre autres, la société IBM, mastodonte de l'informatique. En 1981, IBM dévoile son ordinateur personnel prévu pour les entreprises et les institutions. 50 000 unités seront vendues en 3 mois, un record à l'époque, et Gates touchera un pourcentage sur chaque vente. Ainsi, en 1983, Microsoft atteint les 10 millions de chiffre d'affaires annuel. Même le célèbre Macintosh d'Apple, conçu par un certain Steve Jobs et équipé de la première souris, donnera quelques sueurs froides à Gates, sans néanmoins l'empêcher de rester sur le podium. Les années suivantes verront l'apparition du célèbre logiciel d'exploitation Windows. En 1986, Microsoft entre en bourse et propulse en une seule journée Gates au rang de milliardaire. Rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension de l'homme qui deviendra la première fortune mondiale. Mais à la fin des années 90, un événement marquera durablement Microsoft et son fondateur. Voilà, en fait, ce que j'ai découvert sur Bill Gates, c'est qu'il n'essaie pas seulement de doubler ses concurrents, il n'essaie pas seulement de leur prendre des parts de marché, il essaie également ensuite, économiquement, de les tuer. En 1998, Internet n'en est qu'à ses balbutiements. Bill Gates n'anticipe pas aussi bien son développement, mais d'autres noms commencent à émerger, notamment Netscape. Netscape fut le premier moteur de recherche grand public aux USA, payant, et en tant que tel il encaissera tous les coups, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Ainsi, une fois que Microsoft estime que le moment est venu, Internet Explorer est dévoilé et mis gratuitement à disposition des utilisateurs de Windows. Avec une offre efficace et gratuite mise sur le marché, Netscape dépose le bilan. Seulement, cette écrasante victoire de Microsoft fait tilter la justice américaine. Le gouvernement poursuit la gigantesque entreprise qu'elle soupçonne de tactiques insidieuses afin d'écraser la concurrence. Cette manière déloyale de mener des affaires conduit Bill Gates devant les tribunaux en octobre 1998. Did you consider that company to be a competitor to Microsoft? I think I was confused about what Real Networks, what their plans were. And therefore, I wasn't sure if they were a competitor or not. L'Amérique est choquée. Elle découvre son enfant chéri comme jamais elle n'aurait cru le voir. Bill Gates passe de l'image du héros ayant accompli le rêve américain à celle d'un jeune voyou pris en flagrant délit de vol. Ses méthodes pour mener des affaires discréditent son parcours. Gates menace les constructeurs. S'ils installent Netscape sur leur machine, ils n'auront plus accès à Windows. À la suite de ces révélations, Microsoft s'effondre en bourse et le gouvernement a la possibilité de démanteler la multinationale pour non-respect de la concurrence. Bill Gates est sur le point de toucher le fond. En 2002, après 4 années de procédure, l'entreprise est jugée coupable et mise sous surveillance gouvernementale. Cependant, elle restera aux mains de Gates. Afin de redorer son image, l'homme le plus riche du monde décide de s'éloigner de la présidence de Microsoft et de se consacrer pleinement à la fondation Bill et Melinda Gates. Fondation qu'il gérera, hélas, de la même manière qu'il gérait sa société. Les activités de la Fondation Gates sont multiples. Accès à l'éducation grâce à l'innovation,
éradiquer le paludisme, la polio et multiplier les campagnes de vaccination, accès à l'alimentation par des protocoles d'agriculture durable, etc., etc. Cette fondation humanitaire est financièrement la plus forte du monde. 43,5 milliards répartis dans une centaine de pays, finançant des universités, des ONG, ainsi que des organes de presse. Toutefois, Bill Gates est un homme sûr de sa vision. La technologie peut apporter une réponse à tous ces problèmes. Et si certains États en bénéficient directement, la grosse majorité des dons de la fondation sont envoyés vers des entreprises agroalimentaires, qui sont évidemment seules pourvoyeuses d'innovation. Ainsi, les OGM sont privilégiés face au bio. La recherche scientifique est concentrée sur des maladies moins virulentes que d'autres. Les financements de la fondation permettent au couple Gates d'avoir un mot à dire sur la direction des opérations. La technologie permettra de résoudre tous les problèmes. Le souci avec ce point de vue, c'est qu'il n'a pas à fondamentalement remettre en cause le fonctionnement de ce monde. Attendons que l'homme le plus fortuné de la planète daigne apporter une solution. D'ici là, ne changeons rien au système actuel. À ce propos, si la fondation se porte en héros pour réduire les inégalités, elle ne lutte pas contre l'évasion fiscale. Elle ne milite pas pour une répartition plus égale des richesses produites. Non, avant tout, la fondation est là pour apporter une solution à un problème sans remettre en cause la source même de ce problème. Cette image du milliardaire généreux n'est pas nouvelle. Elle est depuis le XXe siècle un stratagème de communication, mis en place entre autres par les familles Rockefeller ou Carnegie, pour que l'opinion publique soit émerveillée de voir les puissants de leur pays faire preuve de charité. Le problème étant que Microsoft, par l'intermédiaire de truchements juridiques, a la possibilité de payer des impôts dérisoires à travers le monde. Or, c'est bel et bien l'impôt qui permet à la population d'un État d'avoir accès à de meilleures institutions ou infrastructures. Gates aurait soutenu qu'il n'y a rien de mal à avoir recours à des stratagèmes d'évitement fiscal comme le fait Microsoft. Pour autant, cela ne l'empêche pas de donner des leçons aux nations sur comment mieux dépenser leurs revenus. On atteint quand même les sommets de l'hypocrisie. Attaquons-nous au dernier morceau de cette enquête. D'où provient l'argent des dons? Success at Microsoft created something of economic value, and now I have the responsibility and also the privilege of working with my wife Melinda to make sure it goes back to the world, to buy vaccines, to make contraceptives available, to advance science, mostly to help out the poorest in the world. And so I'm loving that work. La fondation possède un trust, c'est-à-dire un bureau dont l'objectif est d'investir du capital en bourse, afin d'en tirer des dividendes. Alors ce seront ces dividendes qui seront distribués par charité. Là où le bas blesse, c'est que les entreprises dans lesquelles la fondation investit, ces entreprises contribuent largement à la pauvreté, à l'injustice sociale, au pillage des ressources, aux conditions mortelles de certaines exploitations, à la déforestation, etc. Alors dites-nous, quels sont ces investissements? Vous les citez, mais... Ben oui, parce que ça semble tellement Incroyable. étonnant. Enfin, Ouais. moi les bras m'en tombaient, donc, mais après vérification, le trust de la fondation Bill et Melinda Gates investit dans l'industrie de l'armement, dans la malbouffe, Coca-Cola, McDonald's, etc., la grande distribution, Walmart, les OGM, mais aussi les énergies fossiles, 1,4 milliard. Dans le pétrole. Dans les combustibles, l'extraction minière, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est inconcevable. Nous avons donc une fondation caritative, dont le but affiché est d'améliorer la condition humaine, qui tire l'essentiel de ses revenus de la dégradation de l'environnement. Nous arrivons à la conclusion de mon résumé. Lionel Astruc nous livre ici un éclairage sur la sombre personnalité de l'un des hommes les plus vénérés au monde. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage, ainsi que des autres œuvres de ce journaliste qui s'intéresse davantage aux faits qu'à la réputation. Vous trouverez les sources ayant servi à ce résumé dans la description. N'hésitez pas à me partager votre opinion dans les commentaires, la courtoisie étant favorisée pour le bien de tous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à bientôt. C'est pour ça que quand on lit sur la page d'accueil de la fondation Bill et Melinda Gates qu'elle souhaite lutter contre les inégalités, on s'aperçoit qu'en réalité, la dernière chose qu'elle fera, c'est de remettre en question les sources de ces inégalités.